L'équipe de service des pompiers reçoit un appel qui, à première vue, semble être une erreur. L'adresse est une maison sur Maple Street, celle-là même qui a brûlé il y a plus d'1 an. La maison est classée comme dangereuse. À l'intérieur, il n'y a que des ruines. L'entrée est officiellement fermée. Dans le système, une note précise « Objet non restaurable ». Personne n'y est entré depuis longtemps, mais la demande indique une odeur âcre, semblable à de la pourriture. Les résidents des maisons voisines affirment que l'odeur s'intensifie le soir et qu'elle provient précisément de la cave de l'ancien bâtiment. Quand les pompiers arrivent, il fait déjà nuit. C'est novembre, un vent glacial, l'asphalte est verglacé. La maison se dresse à l'ombre des arbres. Sa façade est couverte de suie. Les fenêtres sont sans cadre. Les murs portent les traces de l'incendie. À première vue, c'est une structure incendiée ordinaire, où il n'y a ni électricité ni vie depuis longtemps. Mais l'odeur est bien réelle. Elle est épaisse, visqueuse, comme si ce n'était pas de l'air qui en sortait, mais un brouillard imprégné de décomposition. Elle est nauséabonde. On a envie de se couvrir le visage avec sa manche. L'entrée de la cave est scellée par des plaques de métal, soudées autrefois pour des raisons de sécurité. Maintenant, elles sont rouillées et de courtes bouffées d'air chaud s'échappent par les fissures. Il décide de forcer l'entrée, d'abord avec un pied de biche, puis avec une disqueuse. Lorsque le métal tombe au sol avec un grand bruit, une vague d'odeur lourde et putride s'échappe de l'intérieur. L'un des pompiers tousse et dit à voix basse « Il y a quelque chose là-dedans ». Une lampe torche perce l'obscurité. Le faisceau glisse sur les murs en béton, s'enfonçant plus profondément. Sur le sol, des détritus, des planches calcinées, des morceaux de ferraille. Dans un coin, quelque chose bouge. On dirait d'abord un rat, mais la forme devient ensuite humaine. Quelqu'un est assis dans l'ombre, immobile, mais vivant. Le pompier recule d'un pas et appelle la police. Le groupe d'enquête arrive 1 heure plus tard. Il décide de ne descendre qu'en combinaison de protection. La caméra sur le casque enregistre chaque pas. Le couloir est étroit, le plafond bas, les murs humides. L'air est plus lourd qu'à l'extérieur. Il sent le moisi et le fer. Sur le sol, des traces de vieilles rouilles. Et dans les murs, juste à hauteur d'homme, des anneaux sont encastrés, auxquels sont attachés des restes de chaînes. Tout cela ne ressemble pas à la cave d'une maison privée, plutôt à un local que quelqu'un utilisait pour retenir des gens. Le long du mur, des rangées de carcasses en fer, ressemblant à des cages. Dans certaines, des restes de tissu, des morceaux de matière déchirés, des traces de vieilles peintures. Plusieurs taches sur le sol brillent sous la lumière ultraviolette. Cela indique un contact avec des fluides biologiques, bien que les traces aient au moins 1 an. À chaque pas, le sentiment se renforce. Quelque chose de systématique se passait ici, et soudain, une découverte. Dans le coin le plus éloigné, derrière une armoire cassée, un homme est assis. Il ne montre aucune agressivité, n'essaie pas de se lever. Il regarde simplement vers la lumière, comme s'il ne croyait pas que quelqu'un soit descendu jusqu'à lui. Sa peau est grise, son regard vide. Ses mains tremblent. Quand on le soulève, il tient à peine sur ses jambes. Les médecins constatent un état de dénutrition sévère. Ses muscles sont atrophiés. Sa peau porte des traces de frottement prolongé, semblables à des marques de contention. Il réagit à la lumière et au son, mais ne répond pas. Quand un médecin lui demande de prononcer ne serait-ce qu'un mot, un sifflement rauque, semblable à une toux, sort de sa gorge. Plus tard, à l'hôpital, les spécialistes établiront que ses cordes vocales sont endommagées, son larynx porte de vieilles cicatrices, des traces d'intervention chirurgicale ou de traumatisme. L'homme n'a pas de papier, pas de téléphone, rien qui puisse aider à comprendre qui il est. Ses vêtements sont vieux, très usés. Ses chaussures sont dépareillées.
une basket à un pied, une sandale à l'autre. Dans ses poches, seulement un tissu déchiré et un morceau de fil de fer. Tout indique qu'il a passé sous terre plus d'1 mois, et peut-être plus longtemps. Les enquêteurs bouclent le périmètre de la maison, postent des gardes. La cave est déclarée scène de crime. À l'extérieur, les experts en criminalistique, les experts en odeur, les médecins légistes travaillent. Ils commencent à examiner chaque centimètre. Et plus ils trouvent d'éléments, plus il devient clair que cet homme ne s'est pas retrouvé là par hasard. La cave était utilisée comme lieu de détention. Tout a été fait de manière réfléchie. Isolation phonique, ventilation, point de fixation. L'essentiel, c'est que l'enquête a maintenant un témoin vivant. Mais il ne peut pas parler. Ses yeux suivent constamment les gens, comme s'il comprenait ce qui se passe, mais est incapable de répondre ou d'expliquer. Pendant que les médecins luttent pour son état de santé, les enquêteurs cherchent à savoir à qui appartenait la maison et qui aurait pu avoir accès à la cave. Dans quelques jours, il deviendra clair que cette adresse est liée à d'autres affaires considérées comme classées. Et alors, un simple appel aux pompiers se transformera en l'une des enquêtes les plus complexes de ces dernières années. Le silence règne dans la chambre d'hôpital. La lumière tamisée de la lampe se reflète sur les barrières métalliques du lit. Sur la table de chevet, un verre d'eau et un oxymètre de pouls. L'homme retrouvé dans la cave n'a pas encore complètement repris ses esprits. Il ne parle pas, bouge à peine, ses yeux sont presque toujours fermés. Mais les médecins assurent que sa conscience est préservée. La police profite de ce moment pour effectuer une procédure standard. Ils prennent ses empreintes digitales. Tout se fait en silence. Les doigts sont fins. La peau pèle à cause de la déshydratation, mais le scanner parvient tout de même à enregistrer le dessin. Quelques minutes plus tard, les données sont envoyées au système. L'enquêteur se tient à côté, observant l'écran. Tous comprennent que cela pourrait être la clé. S'il a déjà été enregistré, le système devrait donner une réponse. Quelques minutes de silence. Puis une correspondance s'affiche sur le moniteur. Nom. Alexei Korneyev. Âge. 24 ans. Disparu en septembre 2010. Dernier lieu où il a été vu. La ville de Livansk, à 200 km d'ici. Désormais, l'homme sans nom a un passé. Il a un nom, une biographie, une famille. Les policiers rouvrent l'ancien dossier de disparition. Dans le dossier, des avis de recherche imprimés avec sa photo, la déclaration de sa mère, un rapport sur les recherches infructueuses. Disparu après une fête chez des camarades de classe, son téléphone était éteint. Aucune trace de lutte n'a été trouvée. Les hypothèses des enquêteurs de l'époque, départ volontaire ou accident. Personne ne pensait qu'il était en vie. Vient ensuite la recherche de détails. Alexei est étudiant dans un collège technique. Calme, sans conflit, pas connu des services de police. Ses parents sont des gens ordinaires. Il faisait des petits boulots, faisait du sport, n'avait pas de dettes et n'était pas dans le collimateur de la police. Sa disparition semblait accidentelle. Mais maintenant qu'on l'a retrouvé dans une cave, tout prend un autre sens. Il devient clair qu'il n'a pas disparu de lui-même. On l'a emmené. L'enquête tente de comprendre pourquoi lui. Aucun lien avec le monde criminel. Aucune coïncidence avec d'autres affaires. Aucune raison pour laquelle il aurait pu être choisi. Plus les enquêteurs étudient son passé, plus il devient évident qu'ils n'ont pas affaire à la victime d'une agression fortuite, mais à une partie de quelque chose de bien plus grand. Pendant que les experts reconstituent les données sur la victime, une autre équipe travaille sur une piste parallèle. Les propriétaires de la maison. Il faut comprendre à qui appartenait le bâtiment où il était détenu. Selon les documents, la bâtisse est au nom d'un couple marié, Victor et Irina Melnikov. La maison a été achetée par eux en 2004, avec une hypothèque. Les voisins disent que la famille se semblait ordinaire. L'homme travaillait comme électricien, la femme comme comptable.
Ils n'étaient pas très sociables, vivaient tranquillement, sans scandale. Après l'incendie, aucun d'eux n'est réapparu. Lorsque les enquêteurs demandent leurs informations, il s'avère qu'ils sont tous deux portés disparus depuis la même année qu'Alexei. Mais dans leur cas, aucune déclaration n'a été faite. Personne ne les a cherchés. Personne n'a signalé leur absence. Les voisins pensaient qu'ils avaient simplement déménagé. Il devient maintenant clair que ces personnes pourraient ne pas être des victimes, mais les organisateurs. La cave, les cages, les chaînes, tout est fait avec soin, de manière systématique. Ce n'est pas un crime spontané. Cet endroit a été préparé à l'avance, avec calcul et expérience. Cela signifie que les Melnikov savaient ce qu'ils faisaient. Maintenant, l'affaire a des noms, une adresse et un lien avec des personnes spécifiques. Alexei est le seul qui puisse raconter ce qui s'est passé à l'intérieur, mais il ne peut pas parler. L'enquête suit donc une autre voie à travers les documents, les empreintes et les vieilles photos. Et très bientôt, il s'avérera que Victor et Irina Melnikov ne sont pas simplement une famille, mais des personnes qui ont déjà disparu des radars une fois, changeant de nom et de ville. L'enquête dépasse les limites d'une seule ville. Les premières demandes sont envoyées dans les régions. Et tout indique que la cave de Maple Street n'est qu'une partie d'une histoire bien plus sombre, qui remonte à des années en arrière. La vérification des propriétaires de la maison commence dès le lendemain de la découverte de la cave. Les demandes sont envoyées simultanément à plusieurs bases de données, fiscales, bancaires, d'assurance, des services sociaux. L'objectif est simple: comprendre si Victor et Irina Melnikov sont en vie et où ils se trouvent actuellement. Les résultats arrivent presque en même temps. La dernière activité sur leur compte bancaire a été enregistrée le jour même de l'incendie. Virement, retrait d'espèces, clôture d'un compte de dépôt. Après cela, silence complet. Ni achat, ni appel, ni connexion aux réseaux sociaux. Même les paiements des services publics ont cessé. C'est comme si ces personnes avaient simplement effacé leur existence. L'incendie qui a détruit la maison a été officiellement classé comme un accident. À l'époque, l'expertise avait été menée de manière superficielle, la maison étant considérée comme vide. Mais maintenant, après la découverte dans la cave, les enquêteurs rouvrent tous les anciens dossiers et ordonnent une nouvelle expertise. Le laboratoire de technique incendie se rend sur les lieux. Les restes des structures sont réexaminés. Poutres, cendres, traces sur les murs. Quelques jours plus tard, le rapport arrive. Il n'y avait pas un, mais plusieurs foyers d'incendie. Et ils n'étaient pas liés entre eux. Des traces d'essence, de kérosène et d'un composé plus rare, un solvant utilisé pour accélérer la combustion. Sur les murs, des coulures caractéristiques indiquent que le liquide a été appliqué manuellement. Tout cela pointe vers un incendie criminel. De plus, un incendie intentionnel, mené méthodiquement, dans le but de détruire les preuves. La thèse de l'incendie accidentel est complètement écartée. Les enquêteurs arrivent à la conclusion que l'incendie n'a pas seulement coïncidé avec la disparition des propriétaires, il a été planifié par eux. Le feu a commencé par le haut, dans le grenier, puis s'est propagé sur le périmètre de la maison, comme si quelqu'un voulait que tout brûle uniformément. C'est un schéma typique lorsque les criminels cherchent à détruire les preuves. Mais ce qui est troublant, c'est que lors du nouveau déblaiement des décombres, aucun fragment d'os, aucun reste humain, ni aucune trace de présence humaine aux étages supérieurs n'a été trouvée. C'est-à-dire que, contrairement aux anciens rapports, les propriétaires n'ont pas brûlé. Ils sont partis. Très probablement, peu de temps avant l'incendie criminel. Maintenant, une séquence se dessine pour l'enquête. Victor et Irina détenaient Alexei dans la cave. Ensuite, comprenant que tout pourrait être découvert, ils ont incendié la maison pour effacer les traces. Mais quelque chose ne s'est pas passé comme prévu. La cave s'est avérée plus solide qu'ils ne le pensaient, et une personne a survécu.
Lorsque la police relie tous les faits en un tableau cohérent, la version devient évidente. Les Melnikov ne sont pas seulement les propriétaires d'une maison incendiée. Ils sont les principaux suspects de l'affaire. Ils disposèrent d'une cave équipée comme lieu de détention. Ils contrôlèrent l'accès, détenaient des gens, utilisaient les lieux de manière systématique. Et quand ils ont décidé de se débarrasser des preuves, ils ont provoqué un incendie et ont disparu. L'enquête prend une autre dimension. Un avis de recherche fédéral est lancé pour Viktor et Irina Melnikov, inscrits sur la liste nationale des personnes recherchées. Leurs photos apparaissent dans les journaux télévisés et sur les sites du ministère de l'Intérieur. La police établit qu'avant l'incendie, ils ont tenté de vendre une voiture, ont retiré une grosse somme d'argent liquide et ont peut-être traversé la frontière sous d'autres noms. Ce n'est plus seulement une énigme avec une cave. C'est l'histoire d'un couple qui a vécu pendant des années parmi des gens ordinaires, puis, en un jour, s'est transformé en fantôme. L'enquête a maintenant une direction claire. Les retrouver. Comprendre combien d'autres caves de ce type existaient et qui auraient pu s'y trouver avant Alexei Korneyev. L'enquête dépasse les limites d'une seule ville et à partir de ce moment, la police commence à regarder la carte du pays avec des yeux complètement différents. Après le lancement de l'avis de recherche, les enquêteurs commencent à fouiller dans le passé de Viktor et Irina Melnikov. Ils doivent comprendre qui sont ces gens, ce qu'ils étaient, comment ils vivaient, et ce qui a pu les mener à ce qui a été trouvé dans la cave. La première chose qui ressort, ce sont leurs professions. Viktor est chauffeur de poids lourd, un homme qui disparaît pendant des semaines en tournée, parcourt tout le pays, peut-être n'importe où, n'importe quand. Un travail qui offre à la fois mobilité et anonymat. Sa femme, Irina, est infirmière dans une maison de retraite, silencieuse, discrète, bienveillante selon ses collègues. Elle arrivait toujours à l'heure, n'était jamais en retard, n'entrait pas en conflit. Son dossier professionnel est impeccable. Sur le papier, il ressemblait à une famille ordinaire de la classe moyenne. Mais plus l'enquête examinait leur normalité, plus les fissures devenaient visibles. Viktor n'a presque aucun contact en dehors du travail. Sur les aires de repos pour camionneurs, on se souvient de lui, mais sans détail. Peu bavard, toujours seul. Irina n'a non plus ni amis proches, ni réseaux sociaux, ni même de traces de correspondance, comme s'ils évitaient tous deux délibérément l'attention. Les voisins se souviennent d'eux avec retenue. Quelqu'un dit qu'ils se tenaient toujours à l'écart. Ils n'invitaient personne chez eux, ne sortaient jamais dans la cour, ne parlaient à personne. Seulement parfois, tard le soir, on voyait Viktor transporter des sacs dans le coffre de sa voiture. Il disait que c'était des ordures, mais personne n'a vérifié. Pour une banlieue aussi calme, ce comportement n'était pas alarmant. Chacun avait l'habitude de s'occuper de ses propres affaires. En parallèle, une vérification financière est en cours. Les enquêteurs analysent les mouvements bancaires des mois précédant l'incendie. Et là, un schéma clair se dessine, des étapes préparées à l'avance. Une semaine avant l'incendie, toutes les liquidités ont été retirées des comptes de la famille, près de 2 millions de roubles en espèces. Ensuite, les comptes ont été clôturés. Durant la même période, ils ont vendu une partie de leurs biens, une vieille voiture, des appareils électroménagers, des actions au nom d'Irina. Ce n'est pas une fuite impulsive, c'est une disparition méthodique, soigneusement planifiée à la minute près. Les analystes financiers trouvent une autre trace, l'achat de billets de train. Mais les noms sur la réservation sont ceux d'autres personnes. Le paiement a été effectué avec une carte enregistrée au nom de Viktor, mais les passagers enregistrés sont des personnes qui ne figurent pas dans la base de données des passeports, de fausses identités. Les billets sont pour le sud du pays, vers une petite ville près de la frontière. Après cela, les traces s'arrêtent. L'enquête comprend qu'ils avaient un plan. Ils ont rassemblé de l'argent, préparé l'incendie et sont partis. Probablement depuis longtemps sous de faux noms. Mais toute fuite laisse des traces.
Et on peut les trouver non seulement dans les documents, mais aussi dans les objets. Dans les ruines de la maison, le travail continue. Les experts en criminalistique parcourent chaque pièce, tamisent les cendres, enregistrent tout ce qui a pu survivre au feu. Dans la cave où Alexei a été trouvé, il y a un lourd coffre-fort en métal. Il est partiellement déformé, mais pas fondu. La porte est bloquée, mais les experts l'ouvrent au chalumeau. À l'intérieur, un emballage en polyéthylène épais, protégé de l'humidité. Et dedans, une pile de vieilles photos. Des polaroïdes. Les photos ont survécu à l'incendie presque sans dommage. Mais ce qu'elles montrent plonge les enquêteurs dans un choc silencieux. Plusieurs dizaines de clichés. Sur chacun, des personnes assises dans des cages, des visages différents, des lieux différents, mais le même décor. Béton, chêne, murs sales, faible lumière. Certaines photos ont clairement été prises dans la cave de Maple Street, d'autres dans des endroits inconnus. Au dos de certaines photos, des dates et des légendes soignées. Mars 2008, juin 2009, octobre 2010. La chronologie indique que tout cela n'a pas duré 1 an ou 2. Ce n'est pas une crise de folie, pas un crime soudain. C'est un système qui fonctionnait depuis des années. Les experts transmettent les clichés au laboratoire. Les images permettent d'identifier plusieurs personnes portées disparues, dont les dossiers avaient été classés faute de pistes. Des personnes de différentes villes, de différents âges, sans aucun lien entre elles. Et cela confirme le pire. Alexei n'était pas le seul. L'enquête dispose maintenant d'une preuve matérielle. Les Melnikov n'en étaient pas à leur première fois. La cave de Maple Street n'est qu'un point sur une longue chaîne de disparitions. Et derrière chaque cliché se cache une autre affaire, une autre vie qu'ils ont tenté d'effacer. L'enquête change de direction. Il ne s'agit plus d'un incendie, ni d'une fuite, mais d'une série d'enlèvements qui s'est étendue sur des années. Les enquêteurs comprennent que tout ce qu'ils ont trouvé n'est que le début. L'expertise des clichés trouvés commence immédiatement. Au laboratoire, chaque photo est numérisée en haute résolution pour en extraire le maximum de détails. Reflets, arrière-plan, éléments vestimentaires. Les experts de la police travaillent avec des gants, image par image. Ce ne sont pas de simples archives. C'est la documentation des souffrances d'autrui, capturée par quelqu'un avec un sang-froid calculé. Sur les premières photos, on voit un local en béton, des cages, des chaînes, des poutres métalliques. Tout ce qu'on a vu dans la cave de Maple Street. Sur d'autres clichés, des murs similaires, mais une configuration légèrement différente. Cela signifie que les Melnikov auraient pu avoir plus d'un endroit. Lorsque les photos sont passées dans la base de données des personnes disparues, le système donne les premières correspondances. Sur 5 clichés, des visages différents. 2 hommes, 2 femmes et Alexei, le survivant. La police connaît maintenant au moins 5 personnes. Et ce n'est que ce qui a été photographié. Toutes ces personnes ont disparu à des années différentes, dans des régions différentes. Aucun lien commun, aucun point de croisement. Un homme est un employé de garage d'une ville voisine, une autre est une représentante médicale qui a disparu en rentrant d'un voyage d'affaires. Le troisième est un étudiant, vu pour la dernière fois sur l'autoroute en faisant de l'autostop. Toutes les affaires avaient alors été classées avec la mention « départ volontaire ». L'analyse continue. Pour l'une des photos, le programme trouve une correspondance à 100% avec une affaire datant de 4 ans. Sur le cliché, une jeune fille, figée contre un mur en béton, le regard fixé sur l'objectif. Elle s'appelait Svetlana N., 22 ans. Disparue lors d'un voyage en autostop. Le dernier signal de son téléphone provenait de l'autoroute près de Livensk. Ensuite, le silence. Il était maintenant clair qu'elle n'a pas disparu d'elle-même.
et les photos sont la dernière chose qu'il reste d'elle. Cette découverte change tout. Si Svetlana a disparu en 2008 et qu'Alexei est apparu 2 ans plus tard, cela signifie que les Melnikov ont agi pendant au moins 4 ans. Pendant ce temps, ils auraient pu enlever des gens à différents endroits, se déplaçant avec le travail de Victor. Un chauffeur de poids lourd qui traverse des dizaines de villes est une couverture idéale. Personne ne se souvient des visages de ceux qui ne font que passer. Les enquêteurs reconstituent une chronologie. Chaque correspondance, chaque date, chaque ville sur la carte. Une géographie effrayante apparaît. La région de Moscou, Ryazan, Nijni Novgorod, Orel. Dans chacune de ces régions, des disparitions mystérieuses ont été enregistrées ces dernières années. Et maintenant, un lien ténu mais clair se dessine entre elles. Pendant ce temps, les experts en criminalistique continuent leur travail dans la cave. Ils examinent attentivement les murs, les barreaux, les chaînes. Ils prélèvent des microparticules, des échantillons de rouille et des traces de fluides biologiques. Tout est envoyé pour analyse ADN. Les résultats arrivent 1 semaine plus tard. Sur les chaînes et les barreaux métalliques, des dizaines de profils différents. Masculins, féminins. Certains correspondent aux personnes sur les photos. Mais il y en a aussi qui ne sont pas identifiés. Cela signifie que leurs victimes étaient plus nombreuses que ce qui a pu être photographié. Le laboratoire identifie au moins 9 profils ADN uniques, sans compter celui du survivant Alexei. Cela place l'enquête dans un contexte complètement différent. Il ne s'agit plus de crimes isolés, mais d'une activité systématique, étalée dans le temps. La police déclare officiellement les Melnikov suspects dans une série d'enlèvements. Un groupe d'enquête spécial est créé pour l'affaire. Une vérification à grande échelle de toutes les affaires de disparition le long des autoroutes que Victor aurait pu emprunter commence. Les enquêteurs comprennent qu'ils n'ont trouvé que la partie émergée de l'iceberg de ce qui s'est réellement passé. Il leur reste à établir où se trouvaient les autres locaux, qui aidaient ce couple et depuis combien de temps ils se cachaient. C'est ici que l'histoire cesse d'être une simple enquête sur une cave. Elle devient l'histoire de gens qui ont vécu à côté de monstres sans s'en rendre compte pendant des années. Les enquêteurs commencent à analyser ce qui semblait au départ absurde. Comment des gens ordinaires, sans passé criminel, ont-ils pu construire tout un système réfléchi, durable et efficace? La réponse, étrangement, se cachait dans leur profession. Victor est chauffeur de poids lourd. Un travail qui lui donnait la liberté de mouvement, l'absence de contrôle et la possibilité de disparaître pendant des semaines. Il pouvait aller n'importe où, sous n'importe quel prétexte, sans éveiller les soupçons, même de ses collègues. Dans son camion, il disposait en fait de son propre espace isolé. Sur l'autoroute, il rencontrait ceux qui voyageaient tout seuls, ceux qui faisaient de l'autostop, croyaient aux gens et espéraient simplement arriver à destination. Il avait tout, le temps, le transport et l'habitude de la route. Personne ne surveillait où il emmenait les gens. Irina est infirmière. Son poste lui donnait accès à des médicaments qu'il est impossible d'obtenir simplement. Elle avait des connaissances sur les dosages, les anesthésiques, sur la manière d'agir sur l'organisme sans tuer, mais en soumettant. Les enquêteurs établiront plus tard que de nombreuses substances trouvées dans la maison étaient répertoriées comme périmées ou éliminées dans l'établissement où elle travaillait. Les signatures dans le registre correspondaient à son écriture. C'est-à-dire qu'elle ne savait pas seulement ce qu'elle faisait, elle utilisait sa profession comme un outil de contrôle. La combinaison d'un chauffeur de poids lourd et d'une infirmière s'est avérée parfaite pour ce qu'ils avaient projeté. Il amenait, elle retenait. Il assurait le silence et l'isolement. Elle savait comment prolonger la vie de ceux qui, selon toutes les lois de la nature, n'auraient déjà plus dû survivre. Leur union n'était pas seulement un mariage, mais un partenariat avec une logique interne sombre. Tout semblait planifié, dans les moindres détails. Lorsque les enquêteurs ont commencé à analyser l'emplacement de leur maison, il est devenu clair que même le choix du terrain n'était pas un hasard. La maison se trouvait dans une impasse.
la dernière de la rue, entourée d'une bande boisée. D'un côté, un terrain vague, de l'autre, un chantier abandonné. Plus de 200 mètres jusqu'aux voisins les plus proches. Aucun cri, aucun son de là-bas ne pouvait atteindre les autres maisons. Même les chiens ne réagissaient pas. Le vent soufflait entre les arbres, emportant tout ce qui se passait à l'intérieur. Dès le début, les Melnikov ont évité l'attention. Personne n'entrait chez eux sans raison. Personne ne voyait ce qu'ils avaient sous leur maison. Ils ne recevaient pas d'invités, n'appelaient pas de parents, n'allaient pas chez les autres. Cela crée l'illusion de gens renfermés, peu sociables. Mais il est maintenant évident que cela faisait partie d'un système de sécurité. Leur isolement n'était pas un trait de caractère, mais une stratégie. La maison, construite selon leur plan, n'était pas seulement un logement, c'était un refuge. L'enquête dresse le tableau. Victor pouvait prendre des gens pendant ses tournées, les ramener chez lui et les laisser dans la cave. Irina surveillait l'état des « invités » pour qu'ils ne meurent pas prématurément. Tout cela ressemblait à un mécanisme sophistiqué où chacun jouait son rôle. Mais maintenant que la maison est détruite, qu'ils sont en fuite, l'enquête n'a plus qu'une seule source d'information. Celui qui a survécu. Alexei Korneyev, la seule personne qui les a vus de l'intérieur, reste à l'hôpital sous la surveillance des médecins. Son état se stabilise progressivement. L'organisme est épuisé, mais la conscience s'éclaircit. Les médecins autorisent des contacts limités. Les enquêteurs reviennent. Il ne peut pas parler. Les lésions des cordes vocales se sont avérées irréversibles. Mais maintenant, il réagit. Il regarde, hoche la tête, comprend. Les psychologues confirment. La mémoire est partiellement conservée et il est conscient de qui il est et où il se trouve. L'enquêteur laisse sur la table de chevet un carnet et un stylo. Il ne peut pas parler, mais il peut écrire. Alexei prend le stylo et pour la première fois depuis tout ce temps, le serre dans ses doigts. Il reste longtemps assis, sans bouger. Puis il trace quelques lignes hésitantes. Les premières lettres sont inégales, presque illisibles. Mais elles ont déjà un sens. Ce n'est pas juste un texte. C'est un chemin vers ceux qui sont encore quelque part, vivants ou cachés. Maintenant, pour la première fois, l'enquête a une chance non seulement de comprendre ce qui s'est passé, mais aussi de savoir où chercher ceux qui ont rendu cela possible. Les enquêteurs ont commencé à reconstituer leur itinéraire bien avant l'incendie. Toute disparition nécessite une préparation, et la manière dont les Melnikov ont agi montrait que tout avait été calculé à l'avance. Lorsqu'ils ont vérifié leurs opérations financières et immobilières de l'année précédant l'incendie, le tableau qui s'est dessiné était d'une précision presque mathématique. Environ 6 mois avant l'incendie criminel, Victor a vendu une deuxième voiture, un vieux break qu'Irina utilisait pour aller au travail. La transaction a été effectuée par le biais d'une annonce privée, en espèces. Pas un seul rouble n'est arrivé sur un compte. L'acheteur s'est avéré être fictif, données falsifiées, numéro de téléphone désactivé juste après la transaction. Déjà, à ce moment-là, les Melnikov commençaient à se débarrasser de leurs biens sans laisser de traces. 3 mois plus tard, ils ont clôturé toutes leurs cartes de crédit. Même les plus petites, celles de fidélité, de réduction. Les banques ont confirmé que les comptes avaient été annulés à l'initiative des clients, sans aucune dette. Cela paraissait propre et calme, comme s'ils s'apprêtaient simplement à déménager. Quelques semaines avant l'incendie, dernier mouvement sur le compte principal, retrait de la totalité de la somme en espèces. Puis, le silence. Pas une seule transaction, pas une seule trace. Il semblait tous s'être effacés du système. Les enquêteurs ont demandé les données des bases de passeports. Ils ont vérifié les demandes auprès des centres de services publics, des services de migration, des études de notaire. Rien. Aucune demande de changement de nom. Aucune tentative d'obtenir un nouveau passeport. Aucun document déposé pour sortir du pays. Pour des fugitifs de ce niveau, cela semblait étrange. Cela signifiait
soit qu'ils utilisaient des faux papiers de haute qualité, soit qu'ils avaient trouvé un moyen de vivre en dehors des canaux officiels. La deuxième hypothèse était étayée par leur relation. En tant que chauffeur de poids lourd, Victor traversait la frontière entre les régions des dizaines de fois. Il pouvait connaître des itinéraires où les documents ne sont pas vérifiés. Et parmi les chauffeurs, il y avait toujours ceux qui pouvaient aider à disparaître, pour la bonne somme. Dans les archives de la police, ces anciens itinéraires étaient conservés. De longues autoroutes menant aux régions du sud, où le contrôle est plus faible et le trafic chaotique. Ceux qui savent se perdre choisissent précisément ce genre de chemin. Parallèlement, l'enquête ne quitte pas le témoin principal, Alexei. Son état s'est stabilisé. Il ne peut toujours pas parler, mais les médecins ont réussi à obtenir une récupération partielle de la motricité de ses mains. Les enquêteurs sont revenus le voir dans sa chambre. Sur la table de chevet se trouve le même carnet. Alexei regarde longuement la page. Son regard ne se concentre pas sur les gens, comme si toute son attention était tournée vers l'intérieur. Il prend le stylo, fait une courte pause et écrit le premier mot. L'enquêteur s'attend à un nom, peut-être un lieu, un nom de famille, une adresse. Mais ce qui apparaît sur le papier les sort de leur scénario habituel. Un seul mot, Peterbilt. Pour la plupart des personnes présentes, cela ne signifie rien. Mais l'agent qui se tenait près de la fenêtre a immédiatement reconnu la marque d'un camion américain. Ce type de machine était utilisé pour le transport international de marchandises, en particulier sur les longues routes menant au port et aux entrepôts du Sud. Ce n'est pas un mot au hasard. Alexei avait déjà vu cette marque, peut-être sur la voiture dans laquelle on l'a emmené, ou sur un semi-remorque garé près de cette maison. À partir de ce moment, l'enquête passe à un niveau supérieur. Les enquêteurs savent maintenant que la clé pour retrouver les Melnikov n'est pas dans les documents ni dans les banques. Elle est sur les routes, dans ces centaines de kilomètres d'autoroutes où Victor a autrefois roulé, où n'importe quel camion peut cacher un homme qui a appris depuis longtemps à ne pas laisser de traces derrière lui. La première chose que font les enquêteurs est d'envoyer une demande officielle à la compagnie de transport où travaillait Victor Melnikov. Ils doivent comprendre s'il existe la moindre trace de ses itinéraires, de ses pleins d'essence, de ses déplacements. La réponse arrive 2 jours plus tard. La compagnie confirme. Victor a bien été employé chez eux comme chauffeur de poids lourd pendant près de 8 ans. Il a démissionné une semaine exactement avant l'incendie. Le motif ? À sa propre demande. En partant, il a rendu le camion de service, a passé l'inventaire. Aucune réclamation de la part de l'employeur. À première vue, tout est parfaitement propre. On a l'impression que l'homme était simplement fatigué de la route et a décidé de commencer une nouvelle vie. Mais dans son dossier personnel, les enquêteurs remarquent un détail qui change la direction de l'enquête. Dans la section perfectionnement professionnel, une mention de cours de réparation de vieux modèles de camions, Peterbilt 379. Il a suivi ses cours à peine 1 mois avant de démissionner. Pourquoi un chauffeur de poids lourd, travaillant sur du matériel moderne, apprendrait-il à réparer des machines obsolètes, retirées de la production ? La réponse est évidente. S'il comptait entrer dans la clandestinité, il lui fallait un transport qu'il pourrait entretenir lui-même, sans services officiels, sans témoins superflus. Ensuite commence la recherche. Il vérifie toutes les bases de données d'immatriculation des véhicules, fédérales, régionales, privées. Rien n'est enregistré au nom de Victor ou d'Irina, ni voiture, ni camion. Zéro absolu. À première vue, c'est une impasse, mais les enquêteurs ont déjà de l'expérience. De telles personnes ne disparaissent pas comme ça. Ils savent comment cacher leurs traces, maquiller des documents, utiliser des noms d'emprunt. Les experts en criminalistique décident de vérifier les anciennes archives pour des coïncidences atypiques et ils trouvent ce qui n'aurait pas dû exister. Dans l'une des bases de données figure l'immatriculation d'un vieux Peterbilt 379 déclassé, année de fabrication, 1987.
Il est enregistré au nom d'une femme du nom de Melnikova. Une coïncidence? Non. C'est le nom de jeune fille de la mère de Victor, décédée il y a 20 ans. Cela ne peut pas être. Une personne décédée ne peut pas immatriculer un véhicule. Mais les documents du camion ont été établis en 2009. La signature correspond à une contrefaçon, faite à la main. Cela signifie que quelqu'un a délibérément restauré d'anciennes données et a réimmatriculé le véhicule en utilisant une identité étrangère, déjà inexistante. Cette machine est leur moyen de disparaître. Un camion fantôme, la plaque d'immatriculation dans la base de données est ancienne, mais active. Il n'est pas répertorié comme volé, n'a pas été retiré de la circulation, ce qui signifie qu'en théorie, il peut se déplacer librement sur les routes. L'enquête passe à un niveau supérieur. Tous les services fédéraux et régionaux reçoivent un avis de recherche. Cherchez un Peterbilt 379, carrosserie verte, logo délavé sur la portière, ancienne plaque d'immatriculation enregistrée au nom d'une personne décédée. La photo du camion, trouvée dans les archives, est diffusée à tous les postes de police, des frontières aux autoroutes. La police active le système de reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation. Les caméras de surveillance sur les autoroutes enregistrent des millions de véhicules par jour, mais ils n'en ont besoin que d'un seul. Un vieux camion qui aurait pu devenir le foyer de ceux qui se cachent de la justice. L'opération de recherche couvre plusieurs États. Les aires de repos pour camionneurs, les stations de réparation, les garages privés sont vérifiés. L'information afflue lentement vers le centre. Plusieurs fausses alertes, des dizaines de machines similaires. Et soudain, un signal. 4 jours plus tard, un message arrive du Wyoming. Une patrouille sur l'autoroute I-80 a arrêté un vieux Peterbilt 379 avec une plaque similaire. Au volant, un homme d'âge moyen. Des papiers au nom d'une autre personne, mais son apparence correspond à l'avis de recherche. Dans la remorque, du vieux matériel, des outils et 2 bidons de diesel. Tout indique qu'il ne faisait pas que rouler. Il vivait dans cette machine. Maintenant, l'enquête a une première piste réelle. Ce qui semblait être un mot au hasard, écrit de la main d'un témoin muet, s'est avéré être la clé de toute la chaîne. Alexei n'a pas seulement reconnu le camion, il a indiqué le transport dans lequel ils auraient pu être emmenés, et peut-être ceux qui sont encore en liberté. Le message du Wyoming arrive tôt le matin. Il contient un bref rapport d'un patrouilleur, mais ce sont parfois ces observations fortuites qui deviennent la clé de l'arrestation. Il écrit qu'il a vu un vieux Peterbilt vert sur une aire de repos pour camionneurs près d'un café routier. Le camion était garé à l'écart, un peu plus loin des autres véhicules. La plaque d'immatriculation était couverte de boue, mais quelques chiffres correspondaient à l'avis de recherche. Le chauffeur, un homme de taille moyenne, mal rasé, avec une casquette de baseball enfoncée sur les yeux. À côté, dans la cabine, il a remarqué une femme qui écrivait quelque chose dans un carnet. Ils n'y sont pas restés longtemps, une vingtaine de minutes, puis sont partis sans faire le plein. Quand le patrouilleur est revenu une demi-heure plus tard, le véhicule avait disparu. Ni les caméras, ni les enregistreurs de trafic ne l'avaient capté. Cela n'est possible que dans un cas, si le conducteur a immédiatement tourné sur une route de campagne où il n'y a pas de caméra de surveillance. Pour ceux qui savent disparaître des radars, c'est une manœuvre habituelle. Cela signifie qu'ils ne sont pas simplement en route, ils se déplacent consciemment en évitant les systèmes. L'enquête se tourne à nouveau vers Alexei. Sa main s'est raffermie, ses mouvements sont devenus plus assurés. Il peut maintenant écrire des phrases. Les détectives lui donnent un nouveau carnet. Il ne se presse pas. Il écrit lentement, avec soin, comme s'il filtrait chaque mot à travers sa mémoire. D'abord, des détails simples. Long silence. Métal. Lumière d'en bas. Puis, plus de concret. Il les décrit comme un couple agissant de manière concertée. L'homme était brutal,
exécutait les ordres. La femme, calme, posée, c'est elle qui décidait quoi faire et quand. C'est elle qui faisait les piqûres. C'est elle qui déterminait quand on pouvait donner à manger ou quand il était temps de finir. Sa voix, selon lui, sonnait toujours égale, sans émotion. Le plus étrange, c'est qu'ils ne s'appelaient jamais par leur nom. Pas une seule fois. Alexei écrit. Il disait simplement « lui » et « elle », même dans les choses quotidiennes, sans nom. Ce n'est pas un simple détail. C'est un système, un moyen de dépersonnaliser, d'effacer l'humain. Même entre eux, ils restaient des figures, pas des personnes. Ces écrits sont transmis aux experts. Le FBI fait appel à un profileur pour analyser la dynamique psychologique du couple. Au cours de ses longues années de pratique, il a vu des dizaines de cas similaires, des duos de criminels où l'un agit et l'autre dirige. Mais ici, selon lui, tout était construit avec une logique effrayante. La femme, dominante, de sang-froid, possédant un don pour le contrôle. L'homme, l'exécutant, dépendant d'elle, émotionnellement soumis, elle prend les décisions, il fait le sale boulot. Ensemble, ils forment un système fermé, où chacun connaît son rôle et n'en sort pas. Le profileur note que leur comportement ne témoigne pas de la panique, mais de la discipline. La fuite n'est pas un chaos, mais un déplacement soigneusement planifié. La maison a brûlé, mais leur travail continue. Ils ne fuient pas la police, ils ont simplement changé de terrain de jeu. Selon lui, de tels couples changent rarement leurs habitudes. Ils choisissent de nouveaux territoires, loin des villes, plus près des endroits déserts où personne ne pose de questions superflues. La conclusion finale de l'expert est inquiétante. Ce n'est pas une fuite, c'est un déménagement. Ils ne se cachent pas, ils continuent. Leur camion est leur nouvelle maison. Leur itinéraire est leur nouveau territoire de chasse. Ils se dirigent là où il y a moins de gens, où l'on peut se fondre parmi ceux qui leur ressemblent, les solitaires de la route. Cette pensée bouleverse toute l'enquête. Il était maintenant clair que le temps joue contre les enquêteurs. Plus ils s'éloignent, moins il y a de chances de les retrouver. Tout ce qu'il reste à faire, c'est de suivre la trace de leur itinéraire, tant qu'elle est encore chaude. Une semaine après le message du Wyoming, alors que la piste commençait à se refroidir, la police reçoit un appel du Nebraska. La voix à l'autre bout du fil semble agitée, mais assurée. Il se présente comme le propriétaire d'un petit motel en bord de route, un homme d'âge moyen nommé Richard Holmes. Il dit qu'il a vu à la télévision l'avis de recherche pour un couple recherché par les services fédéraux et qu'il a reconnu ses clients. Ils se sont enregistrés il y a 2 jours, sans bagages, ont payé en espèces, sans montrer de papier d'identité. L'homme est grand, voûté, avec une courte barbe. La femme, silencieuse, porte des lunettes, les cheveux attachés sous un foulard. Richard note qu'il y avait quelque chose de méfiant dans leur regard, comme s'ils étaient très constamment à l'écoute. Ils sont restés dans leur chambre presque tout le temps, ne sortant que la nuit. Ils sont partis soudainement, sans rendre la clé et sans attendre le matin. Au début, tout semblait plausible. Mais il y avait un détail qui a semé la confusion dans l'enquête. Richard jure qu'ils ne sont pas arrivés en camion, mais dans une vieille berline bleue, sans plaque d'immatriculation. Il se souvient même que le pare-brise était fissuré et que le pare-choc arrière tenait avec du fil de fer. Cette déclaration change tout. Si ce sont vraiment les Melnikov, cela signifie qu'ils ont changé de véhicule. Peut-être ont-ils abandonné le camion après avoir compris qu'il était recherché. Mais si ce ne sont pas eux, alors soit quelqu'un les imite, soit la coïncidence est trop étrange. Les détectives demandent les enregistrements des caméras de surveillance du motel. La qualité vidéo laisse à désirer. Un vieux système, une image granuleuse, une prise de vue nocturne. Mais les silhouettes
correspondent. La taille, la démarche, même les mouvements caractéristiques. La femme marche en premier, se retourne, fait un bref geste de la main, exactement comme Irina le faisait sur les enregistrements des vieilles caméras trouvées dans leur maison. L'homme suit, portant un sac. L'enquête décide de suivre cette piste. L'information est transmise par les canaux de recherche inter-États. La recherche d'une berline bleue commence. Toutes les caméras sur les autoroutes sont vérifiées. Des centaines d'heures d'enregistrement sont visionnées. Plusieurs fois, une voiture aux caractéristiques similaires apparaît dans différents États, mais à chaque fois sans résultat. Les plaques sont illisibles. Le visage du conducteur est indistinct. 2 jours plus tard, un message arrive d'un poste de patrouille du Dakota du Sud. La berline bleue a été retrouvée sur le bord de l'autoroute, à 30 miles du Nebraska. La voiture est abandonnée, la portière entrouverte, la clé toujours sur le contact. Dans l'habitacle, une odeur de carburant bon marché, quelques bouteilles d'eau et un vieux journal. Les experts arrivent sur les lieux. La voiture est fouillée minutieusement. Pas de traces de sang, mais des empreintes digitales sur le volant et les poignées de porte. Les échantillons sont envoyés au laboratoire. Quelques heures d'attente et un résultat qui anéantit les espoirs. Aucune des empreintes ne correspond à celle de Victor ou d'Irina. C'étaient d'autres personnes. La coïncidence s'est avérée être une simple erreur de perception. Le témoin n'a pas menti. Il a vraiment vu un couple similaire. Mais ce n'étaient pas ceux qu'on cherchait. Peut-être que leur apparence étrange et leur comportement ont joué un mauvais tour. La police perd 2 jours, des dizaines d'heures, des centaines d'heures hommes sur une fausse piste. Et pendant ce temps, les Melnikov, s'ils sont toujours en route, ont pu aller encore plus loin, au cœur du pays, là où il n'y a pas de caméra, de réseau, et pas une âme qui vive dans un rayon de dizaines de kilomètres. Cet épisode a été une douche froide pour l'enquête. Il a montré à quel point il était facile de perdre le cap dans cette histoire. Chaque nouveau signal peut s'avérer être un fantôme, mais ils ont toujours un point de repère. Le vieux camion vert. Et maintenant, après cette fausse piste, l'enquête revient à lui. Car tant que ce Peterbilt n'est pas retrouvé, l'histoire n'est pas encore terminée. Lorsque la fausse piste s'effondre définitivement, l'équipe d'enquête retourne là où tout a commencé. Après des semaines de recherches infructueuses et des dizaines d'avis de recherche inutiles, ils comprennent qu'il faut à nouveau creuser dans le passé. Mais cette fois, plus profondément que jamais. Pas seulement dans les documents, pas dans les fiches biographiques, mais dans ce qui est resté en dehors des papiers officiels. Les enquêteurs réexaminent tout, leurs dossiers médicaux, leurs déclarations de revenus, leurs archives scolaires, leurs correspondances, leurs photos. Le moindre détail peut s'avérer important, mais la vraie piste vient lorsqu'un des analystes, un jeune archiviste du FBI, décide de vérifier non seulement leurs documents, mais aussi les papiers de leurs proches. En premier lieu, ceux de la mère de Victor, cette même femme dont il a utilisé le nom pour immatriculer le vieux camion. Il trouve son ancien testament, rédigé il y a près de 30 ans, et presque oublié de tous. Le document semble ordinaire. Une maison, des effets personnels, de petites économies. Mais une ligne attire instantanément l'attention des enquêteurs. Parmi les clauses, il est écrit « Et je lègue également à mon fils le droit de propriété sur le terrain situé dans le comté de Gallatin, État du Montana. » À première vue, rien de spécial. Mais quand il s'agit de fugitifs, tout mot lié à un endroit isolé devient important. Le comté de Gallatin, ce sont des montagnes, des forêts denses, des dizaines de kilomètres sans réseau ni route. Et si quelqu'un veut disparaître de la surface de la Terre, le Montana est l'endroit idéal. Les enquêteurs font une demande aux archives du cadastre. La réponse arrive le lendemain. Le terrain existe bien. Superficie, plus de 5 hectares, enregistrés au nom de Victor Melnikov, non vendus, non loués. Les impôts fonciers n'ont pas été payés depuis 12 ans.
Pas d'adresse dans les documents. Seulement des coordonnées GPS. D'après les images satellites, une forêt envahie par la végétation. Une piste de terre à peine visible qui monte quelque part vers les rochers. Pas de maison, pas de construction à proximité. Une vérification montre que la localité la plus proche est un minuscule village de moins de 100 habitants. De là, on ne peut atteindre le terrain qu'en véhicule tout-terrain. Pas d'électricité, pas d'eau courante, pas de signal de téléphonie mobile. Maintenant, tout s'emboîte. Leur mouvement depuis le Wyoming, la direction, le choix de l'itinéraire, tout coïncide avec la route menant au Montana. Cela signifie que ce n'est pas une simple coïncidence, mais un itinéraire planifié. C'est peut-être là qu'ils se dirigeaient depuis le début. Et, ce qui est particulièrement important, aucun des voisins et des habitants locaux ne savait même que cette terre appartenait à quelqu'un. Après une réunion, la direction décide qu'il est temps de changer de stratégie. La recherche large et dispersée est abandonnée. Désormais, toute l'attention, toutes les forces et toutes les ressources se concentrent sur un seul point. Le Montana, les montagnes, un terrain abandonné dont personne ne s'est souvenu depuis près de 2 décennies. Une équipe d'agents fédéraux s'y rend sous le couvert de géomètres. Ils devront gravir de vieilles routes, traverser des cols et des ravins. D'après les images satellites, au pied de la montagne, on aperçoit quelque chose comme une construction, cachée sous la couronne des arbres. Peut-être une maison, peut-être un hangar. Chacun des enquêteurs comprend que si les Melnikov sont vraiment là, ils s'y sont préparés à l'avance. Cela signifie que l'endroit est fortifié, bien pensé et dangereux. Mais ils n'auront pas d'autre chance. C'est là, au milieu des montagnes et du vent, que cette histoire, qui a commencé sur les cendres d'une banlieue tranquille, pourrait bien prendre fin. La planification est passée à la phase pratique. Toutes les informations recueillies jusqu'à présent étaient résumées en un dossier court mais dangereux, dont dépendait le succès du raid. Les enquêteurs l'ont consulté à plusieurs reprises. À l'hôpital, cela ressemblait à une série de visites brèves et ordonnées. Un spécialiste en tactique opérationnelle, un criminaliste, un psychologue, un interprète pour les notes écrites et le médecin traitant. Tous sont venus avec un seul objectif: obtenir du témoin muet ce que les documents et les images satellites ne pouvaient pas fournir. La pièce a été adaptée. Une table avec une grande carte, des marqueurs, une lampe de bureau, des feuilles de papier vierge. Il ne pouvait toujours qu'écrire et dessiner. Son écriture était lente, mais claire. Il a d'abord écrit quelques mots qui ont rompu le calme de la pièce. Armes, beaucoup. Puis, plus précisément, fusil, pistolet, 2 boîtes de munitions. Il n'a pas précisé les modèles ni le calibre, mais a indiqué la présence d'armes à feu longues et courtes. Cela signifiait que l'équipe ferait face à une résistance armée à son approche, et de plus, une résistance préparée et approvisionnée en munitions. Ensuite, vint l'emploi du temps. Il écrivit lentement. Il dort le jour. Elle, la nuit, toujours quelqu'un de garde. Ces 3 courtes phrases sont devenues le repère tactique le plus précieux. L'expert en analyse comportementale en a immédiatement expliqué la signification. Un régime où les tours de garde sont organisés sur un cycle de 24 heures témoigne d'une discipline, d'une surveillance réfléchie du périmètre et de la compétence à répartir les gardes. Ce ne sont pas des criminels spontanés agissant sur une impulsion. C'est une structure qu'il faut briser en choisissant le bon moment et la bonne méthode. Il a également signalé un détail architectural que l'enquête avait anticipé, mais ne pouvait confirmer. Une cave. Il y a toujours une cave. Un secteur sur les cartes a été immédiatement marqué comme prioritaire. Les caves ne sont pas seulement des abris. Ce sont de multiples espaces cachés, des cloisons et des niches qui facilitent la dissimulation de personnes et de preuves. Pour les agents,
Cela signifiait que les entrées de la maison devaient être contrôlées de manière particulièrement stricte afin de minimiser les chances que les suspects descendent et se cachent dans des chambres souterraines. Ces notes étaient accompagnées de petits croquis. Il a prudemment tracé un schéma approximatif de l'étage inférieur. Une porte, un couloir, un escalier, plusieurs cellules fermées. Les criminalistes ont noté les traits à l'emplacement des fixations de chaînes et des bouches d'aération non fonctionnelles qu'il a frénétiquement suggérées par le biais du schéma. Ces indications ont permis de dessiner les premières esquisses des plans possibles des locaux et de la répartition de la surveillance à l'intérieur du bâtiment. Les médecins surveillaient son état physique, poignets affaiblis, tremblements, écriture inégale, traces de vieilles cicatrices sur la gorge. Le rapport du médecin indiquait qu'il pouvait supporter un bref effort physique pour écrire, mais que ses déclarations devaient être enregistrées rapidement et correctement. Pendant ce temps, le psychologue analysait la substance de ce qui était écrit. Les derniers mots, « trouver les autres », ont été interprétés par le médecin et l'enquêteur comme une clé. Ce n'était pas une exigence paniquée, ni une explosion émotionnelle. C'était un message ciblé du témoin. Il pensait à ceux qui pouvaient encore se trouver dans les caves, et il en parlait avant tout comme d'un devoir. L'équipe technique a immédiatement intégré ces indications dans le modèle opérationnel. La carte du terrain du Montana a été superposée aux données satellitaires, au réseau routier et aux rayons d'action des antennes mobiles. Les itinéraires d'approche ont été conçus pour minimiser le temps pendant lequel les accès au bâtiment seraient visibles de la route. Ils ont pris en compte les changements de garde qu'il avait indiqués et ont identifié des fenêtres de vulnérabilité, des périodes où l'un d'eux dort et l'autre, selon ses notes, pourrait somnoler. C'est dans ces fenêtres qu'ils ont prévu de tenter d'entrer, tout en préparant des réserves au cas où le calcul s'avérerait incorrect. L'armement de l'équipe a également été discuté. Des groupes mixtes ont été formés. Des unités pour contrôler le périmètre, un groupe d'assaut pour un nettoyage rapide des locaux d'habitation et un groupe distinct, préparé pour assurer un accès sécurisé à la cave. Des médecins et des sauveteurs ont élaboré des scénarios d'évacuation des personnes potentiellement à l'intérieur. Un système de communication par signaux a été mis au point, tenant compte de l'absence de couverture dans les montagnes et du risque d'interception radio. Des abris d'observation, des équipements de vision nocturne et des ressources pour travailler dans des conditions de froid et de nature sauvage ont été préparés. Le service juridique a formalisé tous les documents, autorisation, mandat, accords avec les services fédéraux et locaux. L'opération exigeait la coordination de nombreux organismes et tout a été rassemblé dans un plan unique avec des rôles clairement répartis et des options de secours. En parallèle, les criminalistes travaillaient sur les listes de personnes figurant sur les photos polaroïdes trouvées dans le coffre-fort afin de vérifier rapidement les données en cas de succès du nettoyage des locaux. Le profileur a donné une autre évaluation importante. Il a dit que la stratégie du couple, mobilité et isolement, était leur force. Ils choisissent des endroits où ils peuvent se cacher et déployer des installations loin des regards indiscrets. Leur relation mutuelle et la répartition des rôles, une femme dominante et un homme exécutant, renforcent leur résilience. Cela signifie que toute tentative de contact physique doit être extrêmement calculée. D'abord neutraliser la menace extérieure, puis travailler avec des groupes internes. Mais la priorité reste la même, la recherche de victimes potentielles et leur sauvetage. Les mots « trouver les autres » qu'il a écrits à la fin ont instantanément transformé la nature de l'opération à venir. Ce n'était plus une simple opération de police pour attraper des fugitifs. C'est devenu une mission pour sauver des vies et restaurer la justice pour ceux qui pouvaient encore être retenus en sous-sol. Chaque document de planification commençait désormais par cette exigence, et toutes les ressources étaient orientées de manière à minimiser le temps que les personnes passeraient dans la zone dangereuse et à maximiser leurs chances d'être retrouvées, vivantes. L'état-major opérationnel a terminé les préparatifs à la lumière du matin. Les cartes en papier ont été remplacées par des tablettes. Les dernières élaborations tactiques ont été ajoutées aux feuilles de route. Les groupes ont reçu leur équipement et les instructions d'évacuation.
Compte tenu de ces témoignages sur les armes et les locaux souterrains, l'équipe a reçu pour instruction d'agir rapidement et de manière coordonnée, en évitant les risques inconsidérés tout en ne perdant pas une seule minute dans la recherche de victimes potentielles. Avec ces instructions écrites du survivant, le plan est devenu clair et sans équivoque. Sa demande a donné à l'opération une impulsion morale et pratique, transformant la préparation en une mission de sauvetage. À l'aube, l'équipe s'est mise en route vers le terrain du Montana, entièrement prête à affronter ce qui les attendait sous le couvert des montagnes et de la forêt. Le signal thermique du drone a transformé la préparation en un fait incontestable. Ce qui n'était auparavant qu'une hypothèse et des preuves indirectes était maintenant visuellement confirmé. Sur le terrain dans les montagnes se trouvait bien une maison, et à côté, un camion Peterbilt couvert d'une bâche. C'était le moment où les renseignements ont cessé d'être des conjectures pour devenir un objectif concret et matériel de l'opération. L'équipe a agi avec une séquence claire. D'abord, une reconnaissance discrète. Le drone a survolé le périmètre, a scanné thermiquement la façade, le toit et la partie de la cave. Les agents ont reçu des images montrant clairement 2 taches de chaleur vive dans la partie supérieure de la maison et une marque thermique à peine perceptible, mais stable et répétée, en bas, dans la cave. Les analystes sur place ont évalué les signaux comme 2 individus adultes et une source de chaleur en déclin, c'est-à-dire un risque élevé de présence humaine dans le local souterrain. La présence du Peterbilt près de la maison confirmait l'itinéraire initial des suspects et ne laissait aucun doute. Ils étaient sur place et le temps de réflexion se réduisait au minimum. Le commandant a résumé toutes les informations dans un bref briefing tactique. La décision reposait sur 3 facteurs. La confirmation de la présence des suspects, la confirmation de la présence d'un otage possible dans la cave et le fait que la zone était isolée, ce qui signifiait que tout retard dans l'action augmentait les risques pour toute personne à l'intérieur. Les négociations dans de telles circonstances étaient considérées comme une option peu efficace. Les malfaiteurs disposaient d'un abri, d'armes et de temps pour se préparer à la résistance. Le commandement a pris une décision tactique. Passer à l'assaut immédiat afin de minimiser la fenêtre de temps pendant laquelle des événements imprévisibles pourraient se produire. Le plan d'assaut était simple et pragmatique. 3 groupes principaux ont été formés. Groupe de suppression du périmètre. Tâche: bloquer les voies de fuite possibles, établir un contrôle visuel sur la route et assurer la coordination avec les postes de patrouille surveillant les entrées de Seksa, la vallée. Ce groupe devait couper toutes les communications extérieures et empêcher l'arrivée de tiers dans la zone d'opération. Groupe d'assaut. Une unité d'assaut multifonctionnelle, préparée pour une entrée fulgurante dans la partie habitable de la maison. Leur mission était le nettoyage initial de l'étage supérieur où 2 contacts thermiques avaient été détectés. Leur arsenal comprenait des moyens d'effraction rapides, des grenades assourdissantes pour un effet neutralisant temporaire et du matériel pour contrôler les couloirs. Groupe d'accès à la cave, une unité distincte, équipée pour travailler dans des conditions confinées et dotée de matériel pour remonter des personnes en toute sécurité depuis le sous-sol. Sa tâche était d'assurer immédiatement la sécurité du signal thermique détecté dans la cave et de préparer l'évacuation. Ce groupe avait à sa disposition des civières, des médicaments et un chauffage portable compte tenu de l'état de l'otage potentiel. De plus, des positions de tireurs d'élite ont été établies pour surveiller le périmètre extérieur et contrôler l'espace aérien, ainsi qu'une équipe médicale à la base, prête à recevoir et à stabiliser les personnes trouvées. Toutes les communications se faisaient en mode crypté, avec une signature radio minimale pour ne pas donner aux suspects la possibilité d'intercepter la coordination. Avant l'assaut, le commandant a de nouveau énoncé les scénarios d'action en cas de résistance possible. Si une agression ouverte se produisait à l'étage supérieur, le groupe d'assaut devait rapidement localiser la menace et progresser vers l'escalier, assurant une descente sécurisée pour le groupe d'accès à la cave. Si les suspects tentaient de se cacher ou de détruire d'éventuelles preuves, la priorité restait le sauvetage de la personne en bas. Cette exigence primait sur la saisie de biens ou l'arrestation en bonne et due forme.
Les spécialistes techniques ont préparé des outils supplémentaires. Des viseurs thermiques pour contrôler la dynamique des signaux pendant l'assaut, des rampes portables pour bloquer rapidement les portes et un ensemble d'outils pour ouvrir les trappes secrètes, si de telles trappes étaient découvertes. Les criminalistes ont reçu pour instruction de fixer immédiatement les éléments trouvés des polaroïdes et tout objet pouvant confirmer l'implication des suspects dans les épisodes précédents. Les juristes sur place avaient avec eux des mandats de perquisition et les coordinateurs fédéraux assuraient l'échange d'informations avec les États voisins au cas où les suspects tenteraient de fuir après l'incident. C'est la confirmation du signal thermique dans la cave qui est devenue la preuve irréfutable à partir de laquelle il n'était plus possible de reculer. Elle a immédiatement changé le ton de l'opération. D'une reconnaissance exploratoire et d'une recherche, l'enquête est passée au sauvetage et à l'arrestation. Le commandant a donné l'ordre d'exécution immédiate. Le silence de l'aube a été rompu par le mouvement coordonné des unités, la radio s'est tue, et sur la carte de l'opération est apparu un marqueur rouge. Entrée. Ce marqueur signifiait la fin de la phase préparatoire et le début de la phase active. Tous les éléments du plan, affinés par les témoignages du survivant et confirmés par la technologie, ont fusionné en un seul. L'équipe a commencé l'assaut pour ramener à la lumière ceux qui se cachaient en bas depuis des années. L'assaut a commencé avec la même retenue calculée que celle qui avait caractérisé toute la préparation. Les soldats des forces spéciales se sont mis en position sous le couvert de l'obscurité précédant l'aube. Les communications fonctionnaient sur des canaux courts. Personne ne disait un mot de trop, seulement des ordres brefs et des confirmations. Le groupe d'assaut s'est approché de la porte d'entrée. L'unité du génie a préparé les outils pour l'effraction. Le groupe d'accès à la cave a pris position près de la trappe. Les tireurs d'élite ont couvert les sorties. Tout s'est déroulé selon le plan établi sur la base de l'analyse des cartes thermiques et des témoignages du survivant. L'effraction de la porte a été rapide. Les grenades assourdissantes ont créé une fenêtre d'opportunité. L'unité a fait irruption et a commencé le nettoyage de l'étage supérieur. La situation a évolué rapidement. Les malfaiteurs ont riposté par des tirs, mais la résistance a été de courte durée. La préparation tactique et l'effet de surprise ont fonctionné. Les affrontements armés ont duré quelques minutes. En conséquence, les suspects du groupe d'assaut ont été mis hors d'état de nuire et retirés du combat. Ces actions ont permis de mettre fin à la confrontation armée et de recentrer l'attention sur la tâche principale, la cave et celui qui s'y trouvait. Parallèlement au nettoyage de la zone d'habitation, le groupe d'accès, sous la direction d'un démineur expérimenté, est descendu dans la partie souterraine. La cave a accueilli les opérateurs avec des signes familiers, des ruines du lieu précédent, des murs en béton avec des traces de fixation soudées, des chaînes, des marques évidentes d'une longue présence humaine dans des conditions confinées. La structure était bien pensée. Des cellules séparées, des moyens de contention simples mais efficaces. Dans l'un des compartiments, ils ont découvert une cage, camouflée en coin technique. À l'intérieur gisait une otage, épuisée, mais vivante. Les médecins se sont immédiatement approchés d'elle. Son visage portait les traces d'une malnutrition et d'une déshydratation prolongée. Ses mains étaient liées, mais sa respiration était régulière. Les premières manipulations, vérification des signes vitaux, libération prudente des entraves, couverture avec une couverture chaude et administration d'eau par sonde nasale si nécessaire, ont été effectuées directement dans la cave afin de préparer la femme au transport. Au moment de l'évacuation, l'état de l'otage a permis de la déplacer vers un lieu sûr pour les premiers soins. Son sauvetage était la priorité absolue. Les médecins ont accompagné le déplacement tandis que les criminalistes ont immédiatement commencé à fixer la scène. Photographie, enregistrement vidéo, mesure des distances à l'intérieur du local, collecte de traces biologiques et matérielles. Chaque détail avait son importance. Des empreintes sur les chaînes aux traces de sangles sur les murs et les étagères contenant des objets qui pourraient lier ce lieu à d'autres épisodes. Quant aux suspects, leur neutralisation a été documentée et consignée dans les protocoles correspondants.
Les agents ont décrit les circonstances dans lesquelles les opposants ont perdu leur capacité à continuer de résister. Toutes les actions des forces de l'ordre ont été menées en respectant les règles d'usage de la force et la sécurité du personnel et des civils. Après leur évacuation de la zone de combat et une première stabilisation, les équipes d'enquête et les médecins légistes sont arrivés sur place pour fixer et documenter les résultats de l'opération, ainsi que pour préparer les documents nécessaires à la poursuite pénale. Le travail d'enquête sur le site s'est poursuivi de manière intensive. Les criminalistes ont systématiquement fouillé la maison et le terrain attenant. Dans le coffre-fort qui avait survécu à l'incendie, les mêmes photos Polaroid, précédemment mentionnées dans un autre épisode de l'affaire, ont été retrouvées. Elles ont été saisies, scellées et envoyées au laboratoire pour une attribution ultérieure. Outre les photos, des notes, des objets du quotidien, des médicaments et des seringues ont été trouvés, permettant de reconstituer les méthodes de contrôle sur les otages. Tout cela a été formalisé en tant que base de preuves, procès-verbaux, inventaire, documentation d'accompagnement, afin qu'aucun détail ne soit négligé. L'opération a également été coordonnée avec les services fédéraux. Les informations sur le camion retrouvé, sur les preuves matérielles et sur les personnes disparues précédemment identifiées ont été transmises aux bases de données nationales. Les enquêteurs ont lancé des demandes urgentes dans les bases de données des personnes disparues et les laboratoires de criminalistique pour le prélèvement de matériel ADN. Une tâche importante était d'établir un lien entre les matériaux trouvés et les affaires qui suggéraient l'activité de ce couple au cours des dernières années. Des comparaisons ont été initiées avec des échantillons d'ADN trouvés dans d'autres endroits, ainsi qu'avec les bases de données des personnes disparues. La fin de l'opération, telle que rapportée par le commandant sur place, a été claire quant à ses résultats. Les suspects ont été éliminés en tant que menace immédiate, l'otage a été sauvé et remise au médecin, la scène de crime a été fixée, les preuves clés ont été saisies et envoyées pour expertise. Cela signifiait la clôture d'une grande étape de l'enquête, la longue période de recherche et le passage à la suivante. La phase suivante comprenait l'expertise médico-légale et criminalistique, la recherche d'autres victimes possibles sur la base de la liste complète des matériaux trouvés et la préparation des procédures judiciaires contre ceux qui étaient impliqués dans l'organisation de ces crimes. L'opération s'est terminée avec l'accomplissement de la tâche prioritaire, le sauvetage d'une personne et la prévention de futurs crimes de la part du groupe désormais liquidé. Les matériaux du site ont été transmis à l'enquête. L'horizon du travail s'est déplacé de la tactique immédiate à une étape systématique et longue de collecte de preuves et de traitement juridique de l'affaire. Lorsque la voix du survivant est revenue, l'enquête a obtenu ce qui lui manquait depuis des années. Il a subi plusieurs opérations, a partiellement retrouvé la parole, et ses premières dépositions officielles sont devenues la base de la reconstitution de la soirée et de toutes les actions ultérieures des criminels. Ce n'était pas un monologue émotionnel, c'était une chronologie sèche, exposée point par point, comme le rapport d'un témoin oculaire qui avait vu le système de l'intérieur. Dans les premières minutes de sa déposition, il a parlé des pratiques qui n'étaient jusqu'alors que des suppositions et des indices. Il a énuméré en détail les méthodes. Privation de sommeil, longue période de faim, désorientation constante, alternance de lumière et d'obscurité, changements arbitraires du rythme de la journée. Il a raconté qu'on les empêchait délibérément de s'orienter dans le temps, que chaque action avait un but, non pas de causer un préjudice immédiat, mais de briser la volonté. Ces paroles coïncidaient avec les données des criminalistes. Dans les locaux souterrains, on a trouvé des traces d'immobilisation systématique, des médicaments présentant des signes d'utilisation prolongée, des traces de contention de personnes sur des périodes de temps. Tout cela est devenu un ensemble cohérent de faits, confirmés à la fois physiquement et par les paroles du témoin. Il a souligné un détail qui, selon lui, était central pour comprendre la motivation du couple. Les criminels n'agissaient pas de manière impulsive et n'étaient pas guidés par un gain matériel direct. Chaque privation était calculée. Chaque méthode visait la même chose, effacer la personnalité. Il a expliqué qu'au début, cela ressemblait à une punition pour une faute, puis à une expérience sur les réactions.
Progressivement, l'objectif a changé. Non seulement soumettre, mais transformer la personne en un instrument. C'est cette composante psychologique, le processus de répression systématique, qui est devenue la clé. Au cœur de sa déposition, une phrase a été prononcée qui est devenue la base de l'évaluation des motifs par l'enquête et l'expertise. Ils ne tuaient pas tout de suite. Ils avaient le besoin que tu comprennes que tu étais vivant, mais que tu n'étais plus un homme. Cette formulation prononcée d'une voix égale a donné une interprétation claire et effrayante à tous les matériaux trouvés. L'enquête disposait désormais non seulement d'une reconstitution technique des méthodes et de l'emploi du temps de leurs actions, mais aussi d'une compréhension du mobile profond, la quête d'un contrôle absolu et la création d'un état de dépendance totale et de perte d'identité chez la victime. La comparaison de ces paroles avec les preuves des 2 maisons, photos, notes, traces sur les murs et les chaînes, médicaments trouvés, a permis d'écarter plusieurs hypothèses. Ce n'était pas une histoire criminelle banale, axée sur la rançon ou l'exploitation sexuelle. Aucune trace de recherche systématique de gains financiers ou d'activité commerciale autour de ce qui se passait n'a été trouvée. À la place, s'est dessiné le tableau d'un processus organisé d'humiliation et de répression, de transformation des personnes en objets d'une expérience de pouvoir. Sur le plan juridique et opérationnel, cela a eu une conséquence stricte. La base de preuves s'était devenue encore plus solide. Les paroles du témoin ont confirmé le mobile, qui n'était auparavant qu'au stade de l'hypothèse. Pour l'enquête, cela signifiait un changement de focus. De l'examen des versions de gains matériels à la modélisation et à l'identification d'autres cas où des méthodes similaires ont été utilisées. Les expertises ont reçu de nouvelles demandes. Attribution psychologique du comportement des criminels, analyse des effets à long terme des méthodes de privation sur la psyché et comparaison de ces schémas avec d'autres affaires non résolues. La conclusion du survivant a été un tournant. Elle a transformé un ensemble d'indices disparates en une chaîne de sens cohérente. Les motifs ont cessé d'être une abstraction. L'enquête comprenait maintenant qu'elle avait affaire à un système intentionnel et méthodique. Par la suite, cela a déterminé non seulement le déroulement des interrogatoires et des expertises, mais aussi toute la stratégie de résolution d'autres épisodes. L'identification d'analogues locaux de telles pratiques, la vérification des professionnels de la santé et des chauffeurs de poids lourds dans des régions similaires et l'analyse des matériaux qui auraient pu être détruits lors de l'incendie des maisons. Cette conclusion est devenue le pont vers la phase suivante de l'affaire, une vérification systématique de tous les liens découverts et la préparation des documents pour la qualification finale des actes. Après l'assaut, l'affaire est passée aux mains du procureur et non plus pour prouver la culpabilité de quelqu'un. Les coupables avaient été éliminés au moment de leur arrestation. La tâche des enquêteurs et des juristes était désormais différente. Conclure formellement l'enquête, lui donner une finalité juridique et déterminer son sort. Les matériaux accumulés au fil des ans constituaient un ensemble volumineux. Expertise, témoignages, conclusions des médecins légistes, documents, preuves photos et vidéos. Tout cela nécessitait une systématisation et une évaluation. La position officielle du procureur était stricte et sèche. Personne à condamner. Une procédure judiciaire à l'encontre de personnes décédées est impossible. Et conformément à la loi, l'affaire a été classée en raison du décès des accusés. Telle est la procédure, juridiquement impeccable, mais émotionnellement vide. Pour beaucoup de ceux qui ont participé à cette enquête, cette décision a sonné comme une formalité, comme un point mis non pas sur une page, mais quelque part dans les airs. Car ce qu'ils avaient vu ne pouvait pas être clos d'une simple signature. Cependant, malgré la conclusion formelle, le travail s'est poursuivi. Le FBI a créé un groupe de travail spécial qui a pris en charge la tâche restée sans finalité, l'identification de ceux qui figuraient sur les clichés des polaroïdes trouvés et dans les échantillons biologiques des 2 maisons. L'enquête a cessé d'être une chasse aux criminels pour devenir une tentative de rendre leur nom à ceux qui en avaient été privés.
Les enquêteurs sont revenus encore et encore sur les détails. Les archives des personnes disparues, les registres des voyageurs, les déclarations reçues au fil des ans des États voisins ont été utilisées. Le problème venait souvent du fait que les personnes qui tombaient entre les mains de ce couple étaient souvent en marge du système, sans domicile fixe, sans proches ou sans personne pour continuer à les chercher. Cela compliquait tout. De nouvelles méthodes ont alors été employées. Analyse comparative d'ADN, base de données croisées de différentes régions, appel aux proches des disparus. Chaque échantillon était vérifié. Chaque correspondance était revérifiée. Le processus a duré des années. Des dizaines de dossiers d'archives ont été étudiés, d'anciens échantillons ont été extraits et réexaminés, pour lesquels la technologie manquait auparavant. Progressivement, des résultats ont commencé à apparaître. D'abord, on a réussi à établir l'identité d'une femme trouvée sur l'un des clichés, une voyageuse disparue en 2018. Son histoire a eu une fin, bien que cela n'ait soulagé personne. Puis, quelques années plus tard, une expertise ADN a permis d'identifier une autre personne, un homme qui était porté disparu dans un autre État. C'étaient de petites victoires, mais chacune d'elles rendait au monde un nom, une vie, un destin. Les autres visages restaient une énigme. Dans les archives, des photos non identifiées, des coïncidences étranges, des liens fragmentaires. Certaines personnes, vraisemblablement représentées sur les clichés, n'ont jamais été retrouvées et leurs traces se perdaient à des milliers de kilomètres les unes des autres. Avec le temps, l'enquête a commencé à ressembler à un processus de reconstitution d'un tableau à partir de fragments épars, dont la moitié des pièces étaient irrémédiablement perdues. Et pourtant, cela avait de l'importance. Chaque fait établi, chaque identité confirmée, devenait un acte de justice pour ceux qui avaient été effacés de la vie sans laisser de traces. Juridiquement, l'affaire est classée. Opérationnellement, elle est menée à son terme. Mais dans les archives du FBI, des dossiers portent encore la mention « non identifié ». C'est là sa finalité, invisible, sans verdict retentissant, sans applaudissements. Juste le silence et quelques noms, rendus au monde depuis les ténèbres. Après la clôture officielle de l'affaire, toute l'attention des enquêteurs, des journalistes et du public s'est tournée vers ceux qui ont survécu. Le principal d'entre eux était l'homme qui avait traversé le cœur même de ce cauchemar, le premier survivant. Son histoire est devenue le fil conducteur de toute l'enquête, la seule voix capable de raconter la logique interne de ce qui se passait dans la maison où tout a commencé. Après l'opération, de multiples cures de thérapie et des mois en clinique, il est revenu à la vie progressivement. D'abord, il a réappris à parler, puis à se réhabituer aux gens. Des spécialistes l'ont suivi, non seulement des médecins, mais aussi des psychologues, des neuropsychiatres, des agents du programme de protection des témoins. Son identité a été modifiée dans les registres officiels et les informations sur son nouveau lieu de résidence ont été classées secrètes. L'État lui a assuré non seulement la sécurité, mais aussi la possibilité de disparaître complètement des radars. Ceux qui ont travaillé avec lui disaient qu'il se souvenait rarement du passé, et seulement quand il le jugeait nécessaire. À un moment donné, il a cessé de répondre aux lettres des journalistes et s'est complètement retiré de l'espace public. Selon certaines informations, il a changé de nom et vit sous une autre identité dans une petite ville. Les enquêteurs ont noté que son histoire est devenue le fondement de la modification de certains protocoles au FBI, liés à la recherche de personnes disparues et à la classification des enlèvements. Son expérience a servi de base à plusieurs programmes de formation pour les agents, et ses dépositions écrites sont encore citées dans des ouvrages de psychologie criminelle. L'autre survivante, celle qui a été libérée lors de l'opération dans le Montana, a choisi une voie complètement différente. Contrairement au premier, elle ne s'est pas cachée, mais a au contraire rendu son histoire publique. Après une longue rééducation, elle a commencé à collaborer avec des psychologues, à participer à des programmes d'aide aux personnes ayant survécu à un enlèvement et à une longue détention. Avec le temps,
Elle est devenue une militante connue, l'une de celles qui luttent pour l'amélioration du système d'alerte pour les personnes disparues. Dans une de ses rares interviews, elle a dit que ce qu'elle craignait le plus n'était pas le passé, mais l'oubli. Que les visages de ceux qui n'ont pas été retrouvés ne disparaissent pas à jamais de la mémoire. Aujourd'hui, elle dirige une fondation caritative qui aide les victimes de situations similaires à s'adapter et à reprendre vie. Pendant ce temps, la géographie même de cette affaire a commencé à disparaître progressivement. La maison dans le Tennessee, où tout a commencé, a été démolie sur décision des autorités. À sa place se trouve maintenant un terrain vague envahi par l'herbe, et seules les images satellites permettent de deviner les contours des fondations. Le terrain dans le Montana, où l'histoire a pris fin, a été confisqué par l'État. Après de longues discussions, la terre a été cédée aux autorités locales et une petite plaque commémorative y est désormais installée, sans nom, sans date, juste une courte inscription. À la mémoire de ceux qui n'ont pas été retrouvés. C'était une solution de compromis, sans attirer l'attention, sans touristes, mais avec respect pour la tragédie. Les photographies trouvées dans les coffres-forts et les matériaux d'analyse ADN sont conservés dans une base de données sécurisée du FBI. Ils sont mis à jour à mesure que de nouvelles technologies apparaissent, en comparant les échantillons avec ceux qui arrivent à des laboratoires régionaux. Parfois, une correspondance survient, un nouveau nom, une nouvelle histoire, et une autre page de cette sombre chronique se referme enfin. Mais la plupart de ces visages restent anonymes. Leurs histoires se sont dissoutes dans les routes sans fin, les stations-service, les motels et les itinéraires perdus. Dans les rapports officiels, l'affaire est classée comme terminée, mais en pratique, elle continue de vivre dans des programmes, des initiatives, des documents et dans la mémoire de ceux qui ont participé à l'enquête. Chacun d'eux comprenait que ce n'était pas simplement une histoire de crime, mais le reflet de la vulnérabilité d'une société dans laquelle une personne peut disparaître sans laisser de traces si l'on ne remarque pas à temps un signal d'alarme. Cette histoire a laissé derrière elle non seulement un dossier, mais aussi un sentiment d'inachevé. Les noms de certaines victimes n'ont jamais été retrouvés, et les visages sur les vieux clichés Polaroid continuent d'attendre leur identification. L'enquête peut être close, mais la recherche, jamais. Chaque fois qu'une nouvelle correspondance apparaît dans la base de données nationale, quelqu'un, quelque part, reçoit un appel. Un parent a été retrouvé, une correspondance confirmée, un point final a été mis. Et chaque fois, c'est un rappel que même après des années, la justice peut revenir, ne serait-ce que sous la forme d'un nom, rendu au monde depuis l'oubli